Ok, bienvenue à tous, bonjour, enfin bonsoir. Donc je m'appelle David, c'est la troisième fois que je viens ici. Donc là c'est l'atelier numéro 3. On va parler de comment tester son idée et pourquoi c'est important de le tester assez rapidement. Alors pour ceux qui n'étaient pas là les dernières fois. Ça. Donc juste, voilà, je m'appelle David, je suis un ancien du pôle. Donc j'ai travaillé sur un projet de startup pendant 2 ans, j'ai fait un an de freelance. Ce qui m'a donné pas mal d'enseignements que j'ai partagé sur un MOOC qui est disponible sur Internet. Et c'est un peu la colonne vertébrale de ces ateliers d'ailleurs. Donc voilà, suite à la demande de Julien et de Maëlys, donc on a ce rythme d'atelier de une fois par mois. Et maintenant, je travaille en tant que consultant dans une boîte qui s'appelle DXC Technologies. Donc j'accompagne des sociétés dans leur transformation digitale. Si ça vous intéresse, on en parlera, mais c'est pas trop l'objet. Donc qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Premier atelier, on a défini ce que c'était qu'une start-up et qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur. Donc on a vu qu'être entrepreneur, c'était surtout être un explorateur et avoir des hypothèses. Dans le deuxième atelier, on a vu que ce qui faisait surtout un entrepreneur, ce n'était pas tellement de se focaliser sur ses idées, mais surtout de se focaliser sur des problèmes importants qui étaient existants, donc chez une partie de la population. Et voilà, donc ce troisième atelier, là, le projet, c'est de vraiment voir comment on peut tester son idée, quels outils, quelle méthodologie. Donc on va passer peut-être 3 quarts d'heure ensemble là-dessus, et ensuite on aura un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à avoir, si vous avez des projets peut-être aussi, donc de me les partager à la fin, on pourra interagir ensemble. Donc l'objectif, je me suis comme mis un objectif, c'est vraiment de vous autoriser à vous lancer, parce qu'on a souvent tendance à vouloir faire quelque chose de parfait avant de commencer. Donc, et ça, c'est le problème, c'est que ça vous repousse, vous en tant qu'entrepreneur, à votre confrontation au marché. Et donc, j'ai une petite question pour vous faire bosser un petit peu, 30 secondes. D'après vous, pourquoi en tant qu'entrepreneur, alors vous pouvez parler de votre cas personnel, vous êtes peut-être tenté de repousser la confrontation au marché? Yes, je t'écoute. En fait, la peur de l'échec. La peur de l'échec, ouais, absolument. La peur de la critique surtout. Ouais, donc la critique négative. Un produit pas fini. Ouais, Le manque de confiance en soi. effectivement. Ok. Rien d'autre? Le doute sur son produit. Effectivement. Effectivement, donc ça c'est complètement normal en fait. C'est beaucoup de réactions en tant qu'être humain. On a des peurs et problèmes de confiance et on a tendance à repousser un maximum du coup la confrontation au marché. Et aujourd'hui vraiment ce qu'on va essayer d'explorer, c'est de se dire comment démarrer, comment ne pas perdre trop de temps à construire ses peurs dans sa tête et par où commencer. Donc quand on débute, voilà, on est souvent tenté de faire quelque chose de parfait. Et on va voir qu'en fait, il y a une méthodologie qui peut paraître un petit peu intimidante quand vous regardez le schéma comme ça intuitivement, qui s'appelle le Lean Startup. Alors peut-être est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler du Lean Startup? Yes. Ok, donc le Lean Startup, c'est pas sorcier, c'est juste une méthodologie qui a été, on va dire, posée sur papier par quelqu'un qui s'appelle Eric Rice, donc au début des années 2010, et qui explique qu'en fait, la meilleure façon pour lui de développer un projet, c'est de suivre quelques étapes, donc, que vous voyez au tableau. Et en fait, c'est toujours se dire qu'on va avoir une rigueur, une discipline pour générer un maximum d'apprentissage. Et donc, comment on démarre? Donc, vous démarrez avec votre idée. Donc ça, c'est en général votre première hypothèse que vous avez en tête. Cette idée, vous allez construire quelque chose et vous allez obtenir un premier produit. Donc ça va être votre premier prototype. Ce premier prototype, il va générer de la data, donc des données, des statistiques, enfin peu importe, on va voir qu'il y a plein de formes de prototypes différentes. Pour à la fin, et là c'est vraiment le plus important,
apprendre quelque chose. Donc le but, ça va être de générer un maximum de cycles où vous allez passer par ces étapes de construction, de mesure et d'apprentissage pour à chaque fois renouveler, pour repartir ici avec des idées un petit peu plus claires et en fait petit à petit repousser des choses qui sont fausses et vous rapprocher de la vérité de votre projet. Donc pour ça, vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Si vous, avec aujourd'hui, avec les outils qu'on a sur Internet, on prendra des exemples un peu plus tard. Et pourquoi, en fait, en tant qu'entrepreneur, il est important d'avoir cette discipline où on passe du temps à avoir une hypothèse, la tester, avoir des retours et remettre à jour ces hypothèses. Parce que, en fait, alors c'est un peu cru, mais c'est le fondateur de Groupon qui dit tout simplement on est tout simplement incapable de savoir si une idée est bonne ou pas. Donc lui, il peut parler en connaissance de cause parce qu'il a créé Groupon dans les années 2008, si je ne dis pas de bêtises. Et à l'époque, il avait créé un site qui s'appelait The Point, qui permettait un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez change.org. Donc ça permettait d'organiser des gens à travers des causes pour soutenir certaines causes qui tiennent à cœur. Et ça n'avait pas du tout fonctionné comme il espérait. Et du coup, il a changé et il a gardé un peu le même principe. Il a fait ce qu'on appelle un pivot. Et il a toujours permis aux gens de se réunir, mais pour acheter des choses. Donc vous connaissez tous Groupon, j'imagine. Et donc ça, il ne pouvait pas l'imaginer. Il s'en est rendu compte en fait en faisant son projet de départ, même s'il était à côté de la plaque, c'est pas grave parce que ça lui a quand même permis de générer de l'apprentissage et d'ajuster en fait son idée. Et donc c'est pour ça que c'est important de démarrer le plus vite possible, même si on est dans le faux, parce que de toute façon, en faisant quelque chose, on va forcément apprendre quelque chose et on va pouvoir ajuster le tir. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle on a une méthodologie comme le Lean Startup, c'est vraiment parce qu'on part du principe que notre cerveau, on a beau idéaliser, se trouver très intelligent, il se trouve qu'on peut être à côté de la plaque et la meilleure façon de comprendre si on est sur le bon chemin ou pas, c'est de confronter son idée au marché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre son outil dans la main de certains utilisateurs. Ça veut dire aller parler à des potentiels clients, etc. Donc ça, c'est très très important et c'est quelque chose que tous les entrepreneurs ont vécu. Et en fait, même si vous faites quelque chose qui vous paraît pas énorme, c'est-à-dire juste tester quelque chose de petit dans un premier temps, ça sera toujours mieux que de rien tester du tout. Alors, si vous avez du mal, par exemple, à vous mettre un nouveau sport, je ne sais pas, commencer par 50 pompes dès le premier jour, c'est peut-être un peu compliqué. Mais si vous faites 5 pompes la première semaine, 6 pompes la deuxième semaine, 7 pompes la troisième semaine, etc., vous allez peut-être arriver à vos 30 pompes qui était votre objectif initial. Mais, alors c'est certain, vous allez mettre plus de temps que quelqu'un qui fait déjà beaucoup de sport et qui a une longueur d'avance sur vous, mais vous irez toujours plus loin que quelqu'un qui ne fait rien et qui attend un miracle pour que quelque chose arrive. Donc, il ne faut pas sous-estimer même des petits objectifs. Donc souvent, on a peur, on se dit qu'avoir des petits objectifs, c'est un manque d'ambition. Au contraire, avoir des petits objectifs, c'est vraiment respecter, c'est vraiment faire preuve d'ambition parce qu'on se donne les moyens d'atteindre quelque chose qui va vous générer derrière de la satisfaction, potentiellement de l'apprentissage. Et donc, vous allez créer un cercle vertueux pour... donc là, j'ai pris l'exemple du sport, mais l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas avoir peur, même si c'est de vouloir en fait gravir la montagne d'un seul coup. Commencer par quelques marches, c'est tout à fait honorable et c'est comme ça que la plupart des hobbies ou des projets démarrent. C'est en faisant des petites choses petit à petit. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, notre cerveau, il n'est pas vraiment fait pour
pour comprendre le pouvoir des petites choses. C'est-à-dire qu'on sous-estime en fait le pouvoir de l'accumulation de certaines initiatives. Donc ça, c'est un extrait d'un article de Paul Graham, qui est une personnalité de l'entrepreneuriat américaine, qui explique en fait, si par exemple vous avez un projet d'application, si vous faites l'effort chaque semaine de vous dire je vais avoir 10% de plus d'utilisateurs que la semaine précédente, et donc vous commencez avec 100 personnes la première semaine, deuxième semaine vous allez avoir 110 personnes, et si vous continuez cet exercice d'avoir 10% de plus chaque semaine, au bout d'un an vous allez avoir 14 000 utilisateurs, et au bout de 2 ans vous allez atteindre 2 millions d'utilisateurs. Donc ça paraît des chiffres énormes, mais simplement en faisant 10% de mieux chaque semaine, vous pouvez arriver à ce genre de montant. Et donc, donc ça, c'est juste vous dire, alors évidemment, c'est beaucoup plus simple de commencer avec 100 et d'avoir juste 10 nouveaux utilisateurs la première semaine, plutôt qu'au bout d'un an et demi. Mais en même temps, à force de faire cet exercice, au bout d'un an et demi, vous aurez développé les réflexes et la compréhension de vos marchés qui vous permettra d'aller chercher les 10% nécessaires à chaque fois. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir des petits objectifs. Ça peut à la fin créer des grandes rivières. Il y a un autre schéma mental qui est important d'avoir en tête quand vous entreprenez, c'est de ne pas avoir peur de perdre. Alors, quand je dis perdre, c'est de l'échec en fait, parce que c'était un des mots que vous avez utilisé aussi dans ce qui peut vous éloigner en fait de la confrontation du marché. En fait, il faut sortir cette crainte-là. J'aime beaucoup cette phrase d'un entrepreneur américain qui s'appelle Gary Vaynerchuk qui dit qu'il aime perdre. Alors, il n'aime pas perdre pour fondamentalement échouer, mais il aime perdre parce que c'est pour lui une opportunité d'essayer à nouveau et de gagner. Enfin, donc quand je dis gagner, c'est pour lui, ça va être par exemple d'avoir des nouveaux clients, etc. Donc ça, c'est un schéma mental qui est assez sain. Et c'est-à-dire qu'il faut partir du principe que, là je vois qu'il y avait une autre phrase qui était accrochée au mur qui est la même citation de Mandela qui dit que voilà, qu'on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Et vous, en tant qu'entrepreneur, votre but, c'est d'accumuler un maximum d'apprentissage. Et c'est pour ça que vous confrontez le plus rapidement possible à votre marché, à vos utilisateurs, à vos clients. C'est l'opportunité de cumuler de l'apprentissage. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas une question d'échec ou pas. Vous progressez, en fait. Et en plus, ce qui est agréable avec le progrès, donc je vais reprendre le sport, quand vous voyez au bout de quelques semaines ou quelques mois que ça a un effet sur vous et que vous progressez, ça devient assez addictif. Mais il faut dépasser le début qui est un peu difficile, où on ne comprend pas forcément le progrès, parce qu'on a du mal à le mesurer. Mais c'est quelque chose qui vient en faisant confiance au process que vous avez mis en place. Et le process que vous pouvez mettre en place, c'est par exemple le schéma que je vous ai montré tout au début, du Lean Startup, où vous partez d'une hypothèse, vous construisez quelque chose, vous récoltez des données et vous mettez à jour comme ça ce cercle en permanence. Alors après, ce cycle il peut être hebdomadaire, mensuel, vous pouvez tester des choses sur la durée qui vous convient le plus. Personnellement, surtout au début, le plus vous raccourcissez votre cycle d'apprentissage, le plus vous allez générer des informations. Mais après, chacun son rythme. Mais le tout, c'est de vraiment démarrer en faisant quelque chose. Parce que quand on dit l'appétit vient en mangeant, mais de la même façon, l'entrepreneuriat vient en faisant. Et ça, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment faire des choses pour comprendre de nouvelles choses sur votre marché, sur votre idée, sur vos hypothèses de départ. OK ? Alors, et ça, en fait, c'est des principes qui sont très répandus donc, dans la Silicon Valley, puisque c'est le cœur de l'écosystème entrepreneurial. Et donc, si vous vous promenez dans les locaux, par exemple, de Facebook, vous allez voir des phrases comme celles-ci qui sont écrites sur tous les murs, enfin, en tout cas de nombreux murs. Une des phrases qui va beaucoup nous servir pour découvrir le concept de MVP, donc on va voir juste après ce que c'est que le MVP.
c'est que done is better than perfect, ça veut dire ce qui est fait en gros est mieux que ce qui est parfait. Donc toujours le même raisonnement. Alors en français, on peut dire c'est le mieux est l'ennemi du bien. Il ne faut pas attendre que quelque chose soit parfait pour le faire, parce que sinon on ne fait absolument rien. Et ça, c'est une entreprise comme Facebook qui a des milliers d'employés, qui gagne des milliards, qui pousse ses employés à raisonner comme ça. Donc ça montre que c'est quand même, c'est pas seulement vous à votre échelle, donc en raison de plus pour vous à votre échelle de prendre le risque de faire quelque chose de fait plutôt que quelque chose de parfait. Et une autre phrase qui est écrite, alors peut-être que maintenant ils l'ont plus, mais c'est move fast and break things. Donc pareil, la vitesse, il vaut mieux aller vite et tenter quelque chose et prendre le risque de détériorer votre produit ou votre idée de départ plutôt que de ne rien faire. Et vraiment, l'ennemi de l'entrepreneuriat, c'est l'immobilisme. Donc en tant qu'entrepreneur, futur entrepreneur, la vitesse est un avantage comparatif. Et donc, c'est très important de vous dire que vous n'avez rien à perdre à aller vite et à accélérer au maximum votre confrontation, encore une fois, à votre marché pour apprendre le plus de choses possible. Alors, le MVP, c'est donc de l'anglais Minimum Viable Product. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la version minimum de votre idée, en fait. En fait, c'est de partir du principe que chaque projet que vous avez en tête, là, il peut être ramené à un niveau très très simple qui permettrait déjà de vous le construire ou de trouver des personnes, des amis avec qui le construire et de le mettre à la disposition de vos premiers utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment ça va être la notion clé de ce soir. Et vraiment, pendant que je vais vous prendre les exemples, je vais vous parler des différents outils, essayez d'imaginer comment vous, avec votre idée que vous avez peut-être là ce soir en tête, vous êtes capable de la décliner en quelque chose de très simple pour pouvoir la construire, peut-être pas ce soir, mais en tout cas demain. Alors, il y a plusieurs formes de MVP. Donc ici, j'en ai classé, j'ai classé quelques exemples. Donc, du plus simple au plus complexe, on va dire, à construire. Donc, le plus simple, ça, vous le faites peut-être déjà en cours sur certains projets, c'est le formulaire. Donc, très simple, vous utilisez un Google Form, un Typeform, vous êtes capable déjà de formuler des questions et de l'adresser à votre audience, à votre cible, et déjà de récolter certaines informations. Donc ça, c'est vraiment la version la plus basique. Évidemment, plus vous êtes sur un format basique, potentiellement, mais vraiment potentiellement, moins vous générez d'apprentissage. Mais ça, c'est vraiment très théorique. En tout cas, l'idée, c'est un peu de faire la phrase anglaise que vous avez peut-être déjà entendue qui dit « fake it until you make it ». C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de réaliser dès le premier jour la version définitive de votre produit. Vous allez être capable de donner l'apparence de votre solution et de récolter déjà de l'apprentissage pour comprendre comment votre cible fonctionne, si elle a besoin de votre solution, etc. Un autre format de MVP, ça peut être de créer une newsletter. Donc là, le newsletter, c'est pratique parce que ça vous permet de vous adresser à votre cible, de collecter un certain nombre de mails et de créer une première communauté. On verra, il y a des exemples de startups qui ont commencé comme ça. MVP le plus répandu, c'est la landing page. Donc, je construis une page web où je mets en avant donc, ma promesse, ma proposition de valeur, et je vois si ça intéresse des gens qui s'inscrivent. Donc là, pareil, je n'ai pas besoin de construire ma solution. Je fais que mettre en avant ma promesse et je vois si les gens sont réactifs. Si les gens sont actifs, à ce moment-là, je suis sur la bonne piste. La vidéo, pas mal de startups aussi utilisent la vidéo. Aujourd'hui, c'est devenu assez incontournable. La vidéo, c'est pratique parce que ça permet d'expliquer de façon assez complète votre idée. Ça permet à la cible de se projeter si vous êtes capable de la mettre en scène. Crowdfunding, il y a pas mal de startups aussi qui se lancent en crowdfunding. Vous avez peut-être déjà souscrit à des projets, à des produits en crowdfunding.
il y a c'est parce que ici, alors, surtout l'avantage, c'est que ça permet aussi de rentrer de la trésorerie. C'est-à-dire qu'au lieu, en plus de valider, de créer une communauté, vous allez pouvoir déjà rentrer des sous. Bon, sur la landing page aussi, vous pouvez le faire. Conciergerie, c'est intéressant. On va donner un exemple de Hitch, que vous connaissez peut-être l'application Hitch. Ils ont commencé comme ça. Donc, conciergerie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va simuler l'application ou la solution, mais à l'échelle humaine. C'est-à-dire que plutôt que ce soit la technologie qui résolve le problème, ça va être un humain qui va résoudre le problème. Donc, on va voir comment Hitch a fait ça, par exemple. Et vous pouvez aussi développer, si vous avez par exemple une application ou un site web, la version minimum de votre site web ou d'application, avoir des gens dessus, et là vous allez aussi pouvoir voir les premières données et voir comment votre cible réagit. Donc, encore une fois, du plus simple au plus complexe, on va voir à la fin de la présentation tout un tas d'outils qui permettent pour chacun de ces exemples que vous pouvez mettre en application dès demain. Encore une fois, sans être ingénieur, sans savoir coder, vous avez la possibilité aujourd'hui, en 2018-2019, de développer vos premiers prototypes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vraiment, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui pour ne pas créer votre premier prototype, pour ne pas vous confronter. Vous avez forcément des outils gratuits ou presque gratuits qui sont à disposition. Donc on les verra un petit peu après. Dans votre collecte d'informations, il y a un réflexe que je trouve très salutaire, c'est de ne pas confondre les faits et les opinions. Donc quelle est la différence? Si vous demandez à quelqu'un, par exemple, vous lancez sur le business des vacances, du voyage, etc. Si vous faites un formulaire, par exemple, et vous demandez à votre entourage ou à une cible de personnes, qu'est-ce que tu vas faire l'été prochain? Comment tu vas organiser ta journée? Quelles activités tu vas faire, etc. Vu qu'il va parler au futur et qu'en plus, la personne qui va remplir le formulaire a plutôt une autre opinion d'elle-même, c'est normal. Dire, moi, les vacances prochaines, je vais faire du sport le matin, je vais lire en début d'après-midi, et puis je vais faire, je sais pas, un sudoku, et puis je vais voir ma famille, je vais passer du temps au téléphone aussi avec mes proches, etc. Donc ça, c'est la version un peu idéalisée, parce qu'il ne parle pas d'un fait, mais il parle de ce qu'il pense faire dans le futur. Et ça, c'est le piège, parce qu'en fait, finalement, si on repose la question à cette même personne après les vacances, alors qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Il dit, en fait, je suis resté au bord de la piscine et j'ai bu des verres avec des amis, et puis ouais, j'ai passé du temps en famille, mais bon, voilà. Alors les bouquins, le sport, tout ça, c'est sauté à l'eau. Donc là, on est sur des faits. Quand vous faites un formulaire, il vaut mieux poser la question de qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, et là, vous êtes sur quelque chose de factuel. Parce que, alors peut-être qu'il a lu des bouquins, mais en tout cas, ce ne sera pas une vraie photographie de la réalité. Donc, ne pas confondre les deux. Et ça, c'est typiquement, par exemple, ce qu'a fait Netflix. Netflix, si vous avez utilisé Netflix, ils sont capables, s'ils posaient la question de qu'est-ce que vous aimeriez voir comme film sur la plateforme, peut-être que les gens diraient, moi, le cinéma des années 30, ça me passionne, parce que voilà, qu'on veut avoir une idée un peu intellectuelle de la chose. Alors qu'en fait, si on regarde l'usage en concret de ce que la personne fait sur Netflix, on se rend compte qu'il regarde plutôt des séries X ou Y, je veux vexer personne. Et du coup, voilà, là il y a un décalage entre l'opinion que la personne a d'elle-même et la réalité. Et donc, il vaut mieux toujours se baser sur des faits, parce que vous allez être dans la réalité demain si vous développez un projet et vous n'êtes pas dans un conte de fées. Et donc, analysez toujours des faits plutôt que des opinions. Donc ça, pour vos formulaires, c'est important de faire la différence. Et donc, c'est ce que disait donc, un des responsables du produit chez Netflix. Il dit que eux, une façon dont nous avons réussi à construire vraiment une offre qui était cohérente pour les utilisateurs, ce n'était pas de se fier à ce que les utilisateurs disaient, mais ce qu'ils faisaient vraiment dans la réalité. Alors, un exemple de MVP, donc de Minimum Viable Product, de prototype, on peut dire aussi, c'est Buffer. Alors, Buffer, vous ne connaissez peut-être pas, moi que je me trompe. Buffer, donc, c'est un outil qui permet en fait de gérer, quand on est une entreprise, de gérer sa présence sur les réseaux sociaux.
d'organiser ses tweets, ses posts Instagram, ses posts Facebook, etc. Mais au tout début, donc ça c'est l'idée aujourd'hui. Mais au tout début, c'est peut-être l'idée qu'il avait à l'époque d'ailleurs, le fondateur. Au tout début, il s'est dit, mais je vais résoudre un problème simple, c'est les tweets, on ne peut pas les programmer à l'avance. Et lui, ça l'embêtait parce que le fondateur, il aimait bien, il consommait beaucoup d'informations le matin, par exemple, et il avait 4-5 articles, par exemple, d'articles ou de vidéos à partager. Il ne voulait pas les partager d'un coup, d'un même temps, pour ne pas inonder ses réseaux et pour que ses amis ils reçoivent toutes les informations qu'il a partagées d'un coup. Du coup, il disait, mais moi, j'aimerais bien avoir un outil qui permet de synchroniser mes tweets, c'est-à-dire que j'en envoie un à 8h du matin, un à 9h du matin, un à 16h et un à 18h, par exemple. Ça n'existait pas. Il s'est dit, je ne dois pas être le seul dans ce cas. Donc, premier réflexe, il dit, bah, lui, c'est un ingénieur, je vais coder mon projet, comme il l'a fait à chaque fois. Après, il s'est dit, non, peut-être pas finalement. J'ai lu ce bouquin quand même d'Eric Rice, dont je vous ai parlé avec le Lean Startup. Et c'est vrai que le concept était intéressant, je vais peut-être me l'appliquer pour une fois. Et donc, il s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il dit? Première étape, je vais construire un prototype pour apprendre un peu si, déjà, les gens sont intéressés par ce que je fais. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement créé une page web. Bon, à l'époque, lui, il était ingénieur, donc c'était facile. Mais aujourd'hui, vous pouvez créer, même si vous ne savez pas coder. Donc, il a créé juste une page web où il dit, voilà, aujourd'hui, avec Buffer, vous allez pouvoir synchroniser des tweets à l'avance. Est-ce que ça vous intéresse? Les gens cliquaient oui ou non. Et comme ça, il était capable d'aller jusqu'au... Donc, il proposait même un prix, donc la version gratuite, la version payante, etc. Et là, il n'a rien codé, il n'a rien créé encore. Donc, les gens continuent leur parcours, les gens intéressés. Et juste à la fin, il y a un petit message qui dit « Ah, merci, merci de vous être intéressé. On n'est pas encore prêt, mais laissez votre adresse mail et dès qu'on est prêt, on vous contacte. » Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire qu'en gros, il a eu à rien développer du tout et en même temps, il a vendu la promesse de son produit, de sa solution et il a récolté un nombre d'adresses mail qui suffisait à lui pour se dire « Ok, maintenant je me lance ». Et voilà. Et donc il a pas dépensé de temps, enfin peu, pas dépensé d'argent pour valider, se dire que ok, il y a des gens qui sont intéressés. Et l'avantage en plus de ça, c'est que au-delà lui de se dire bon bah je vais passer du temps sur quelque chose que des gens veulent, il s'est créé une première communauté d'utilisateurs. Donc il est comme ça avec qui il va pouvoir ouvrir la discussion une fois que son produit est prêt. Donc ça c'est très important parce que quand vous avez un produit qui est disponible, c'est aussi important d'avoir des personnes au début qui sont prêtes à vous faire des retours. Donc là, c'est ce qu'il a pu faire. Donc vous voyez, sans une ligne de code, juste avec des landing pages, il a pu valider son idée. Et aujourd'hui, Buffer, c'est pas que sur Twitter, c'est sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Et c'est plusieurs millions d'euros de bénéfices. Et donc c'est une entreprise qui est prospère. Il a commencé comme ça. Dropbox, bon, vous connaissez tous Dropbox pour le coup. Dropbox, son fondateur. Donc Dropbox, c'est quand même compliqué à mettre en place. C'est-à-dire que c'est une techno qui est très très lourde. Et il voulait se faire accepter. Il voulait se faire accepter dans un incubateur, accélérateur de start-up aux États-Unis qui s'appelle Y Combinator. Et il voulait convaincre les membres du jury là-bas de se faire accepter. Donc le jury lui dit que c'est compliqué parce que déjà il est seul fondateur. Il dit oui, mais moi pour créer mon truc, je vais avoir besoin d'une équipe d'ingénieurs, je ne vais pas pouvoir le faire tout seul. Il dit oui, mais moi c'est compliqué, j'ai quand même besoin que tu montes quelque chose et surtout ne fais pas ton projet tout seul. Il dit bah oui, mais moi j'ai toujours pas trouvé de collègues avec qui travailler, donc c'est compliqué. Donc comment il a fait pour se faire accepter? Il a créé une vidéo où en fait il a mis en scène son produit. C'est-à-dire qu'il a fait semblant que son produit existait. Il a filmé donc son ordinateur avec des logiciels de montage. Il a illustré à quoi ressemblerait le produit s'il était développé. Sauf que lui, il n'a pas dit que le produit n'était pas développé. Il a fait croire qu'il était développé. Donc les gens ont vu ça. Et lui, ce qu'il a fait, il a partagé la vidéo sur Internet, sur des forums où beaucoup de gens de communautés de start-up se rendent régulièrement pour tester de nouveaux produits. Donc Hacker News pour le nommer.
ils sont tombés sur la vidéo, ils ont trouvé ça super et ils se sont inscrits. Donc quand il est retourné voir les membres du jury de Y Combinator, il a dit bah, ok, je vais peut-être pas développer mon produit, mais j'ai quelques dizaines de milliers de personnes qui attendent qu'il existe. Donc là, ça commence à devenir un argument un peu plus sérieux. Bon, entre-temps, après, il a réussi à trouver un fondateur et ils ont pu se lancer, mais encore une fois, il n'a rien développé, il a juste illustré sa promesse, ça a permis aux gens, aux futurs utilisateurs de se projeter et ils se sont inscrits en attendant que la version réelle existe. Donc ça, c'est un exemple de MVP par la vidéo. Un des autres exemples, en tout cas, que je trouve très intéressant, alors ça, c'est pour la partie conciergerie dont je vous parlais tout à l'heure, Itch. Donc Itch, vous connaissez, je ne sais pas si vous l'utilisez encore, mais est-ce que vous savez comment ça a été lancé? Donc en fait, Itch, c'est des Parisiens qui créent cette application. Et même chose, avant de commencer à créer une seule ligne de code pour développer leur application, ils se sont dit, on va résoudre le problème qui est de ramener des jeunes chez eux après une soirée, plutôt pour les gens qui habitent en dehors de Paris. On va faire nous-mêmes le service à la mano. Donc c'est-à-dire qu'on va aller dans les boîtes de nuit à Paris, dans les soirées. On va aller dire aux gens qu'on peut les ramener chez eux pour tel prix. Et les gens vont dire oui ou non. Et donc ils utilisaient leur voiture entre eux, entre copains, et ils ont commencé à faire eux-mêmes en fait le service qu'ils allaient développer un peu plus tard. Et donc, pourquoi ils ont fait ça? Parce que déjà, ils ont pu voir s'il y avait un intérêt pour effectivement voir s'il y avait vraiment des jeunes qui galéraient pour rentrer chez eux le soir et qui habitaient loin, qui trouvaient soit pas de taxi, soit c'était trop cher, qui ne pouvaient pas prendre d'Uber ou d'autres moyens de transport. Et surtout, une fois qu'ils ont validé ça, en plus, le jour où ils ont dû développer leur application, ils savaient exactement par où commencer, parce qu'ils savaient exactement quelle était la logistique pour prendre un jeune et le ramener chez lui. Donc ils avaient en tête toutes les étapes. Donc ça peut paraître comme une perte de temps dans un premier temps, mais c'est un énorme gain de temps après dans le développement de l'application, parce qu'ils savaient exactement ce qu'il fallait faire après pour développer l'outil qui était la solution cible, on va dire. Alors, évidemment, il y a quand même une nuance à apporter, c'est que plus un marché est mature, plus l'exigence pour votre prototype va être aussi élevée. Si vous appelez Uber et qu'en 2010, vous sortez une application de VTC qui est un peu cheap et qui n'est pas forcément développée, c'est pas grave parce que déjà le concept est nouveau et que ça va intéresser beaucoup de gens. Si vous sortez aujourd'hui une application de VTC, vous avez plutôt intérêt à ce que ça soit bien développé, bien pensé et qu'un joli design parce que sinon les gens ne vont pas comprendre. Donc il y a aussi ça qui rentre en jeu. Pour moi, plus le marché est mature quand même, il faut quand même penser à développer, il faut avoir un élément, alors ça peut peut-être pas forcément être le design ou le look and feel, mais c'est en tout cas qu'il faut qu'il y ait un élément différenciant qui valide, qui vous donne une légitimité entre guillemets à être sur le marché. Donc pareil pour l'iPhone, au début l'iPhone c'était quelque chose de très très basique. On pouvait même pas, de mémoire, on pouvait même pas faire un copier-coller je crois avec les touches. Mais c'était pas grave parce que c'était tellement révolutionnaire l'iPhone. Il y avait cette interface était tellement neuve qu'on leur a pardonné. Aujourd'hui, si vous lancez un smartphone et que vous n'avez pas le copier-coller, vous allez galérer à trouver des utilisateurs. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Plus le marché est mature, il faut aussi que votre prototype soit à la hauteur des standings du marché, soit il faut qu'il y ait un élément différenciant qui puisse intéresser vos futurs utilisateurs. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte également. Alors, important, le MVP, donc votre prototype, son rôle, ça ne va pas être de faire quelque chose d'optimisé dès le départ. Parce que ce n'est pas son rôle. Son rôle, ça va être de générer de l'apprentissage. Donc, c'est pas grave si vous faites quelque chose, encore une fois, qui n'est pas parfait et que vous allez peut-être jeter à la poubelle un an après. L'important, c'est que vous puissiez valider un certain nombre d'hypothèses
et que vous puissiez continuer de grandir. Donc là, il y a cette fameuse phrase de Reid Hoffman, qui est un des cofondateurs de LinkedIn, qui dit « Si vous n'avez pas honte de la première version de votre produit, c'est que vous êtes lancé trop tard. » Et cette phrase, elle est extrêmement vraie et tout fondateur pourra dire qu'il a ce sentiment. Et c'est normal et c'est sain. Donc dites-vous, c'est pas grave si vous avez honte au départ et c'est tant mieux en fait. L'objectif, c'est que vous ayez honte le plus vite possible. Il faut que vous regardiez dans le rétroviseur et que vous disiez, mais il y a 2 mois, j'avais honte de ce que j'ai sorti, mais au moins je l'ai sorti et je suis déjà plus loin de là où j'étais avant. Alors, si vous voulez rigoler un petit peu, vous pouvez faire un retour arrière dans le passé, aller sur ce site et vous allez trouver les premières versions des sites que vous utilisez tous les jours. Donc, si vous allez voir la première version du site Airbnb, LinkedIn, Facebook, vous allez voir que le design, c'est pas ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est normal au départ, toute application, toute solution n'est pas au top, quoi, parce que c'est pas le but. Donc, si vous ne connaissez pas cette adresse, je vous invite à aller voir, c'est assez parlant. Et d'ailleurs, ça peut être l'occasion aussi, même sur vos concurrents, si vous avez déjà une idée de marché, d'aller voir un petit peu comment ils se débrouillaient au début. Donc, une des idées principales à retenir, c'est que finalement, quand vous avez une idée ou un prototype ou une des premières hypothèses, c'est de le mettre le plus rapidement possible dans les mains d'utilisateurs, parce que c'est ce qui va oxygéner votre réflexion sur votre projet entrepreneurial. Le plus vous tardez, le plus vous le gardez dans votre tête, le plus votre idée va finalement s'asphyxier. Parce que la mettre dans le monde, entre guillemets, dans les mains d'utilisateurs, c'est vraiment ce qui va lui apporter de l'oxygène et qui va la faire vivre, en fait, votre idée. Même si c'est difficile, même si on n'a pas envie d'avoir des retours qui critiquent cette idée, mais en fait, c'est la meilleure façon de progresser. Ça fait partie du jeu. Donc, encore une fois, le but, c'est pas que tout le monde vous aime le premier jour. Parce que quand vous êtes entrepreneur, vous allez d'abord attaquer une cible bien définie. Et toujours Paul Graham, il expliquait au fondateur d'Airbnb, et c'est le CEO d'Airbnb, Brian Chesky, il explique que c'est un des meilleurs conseils qu'il ait reçus. Il dit qu'il vaut mieux qu'il y ait 100 personnes qui vous adorent plutôt que 1 million de personnes qui vous aiment bien, mais bon, avec un peu d'indifférence quand même. Pourquoi? Parce que les 100 personnes qui vous adorent, ça va être vos ambassadeurs et qui vont vous permettre de vous développer. Et c'est pour vous, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est quelque chose qui est important de se déculpabiliser là-dessus et de respirer. Ce n'est pas important d'avoir la terre entière au début sur votre solution. Le but, c'est juste d'avoir les gens qui sont dans votre cible et qui vont vous aider à vous faire progresser et qui vont évangéliser autour d'eux. Il y a l'anecdote aussi de Airbnb que je vous ai partagée la dernière fois ou celle d'avant. C'était sur le shift qu'il y a eu au niveau des photographes. C'est-à-dire qu'Airbnb, ils ont eu une très très longue traversée du désert. Ils ont réalisé à un moment donné que, alors il faut se remettre dans le contexte de l'époque, que en fait les photos étaient un élément important dans une annonce. Aujourd'hui ça paraît évident, mais à l'époque on n'avait pas forcément des appareils photo très développés et ça coûtait cher d'avoir un vrai appareil photo. Les téléphones, c'était pas encore ça. Donc Paul Graham leur dit, mais ça ne décolle pas votre truc, vous en êtes où? Quel est le marché où il y a le plus de monde? New York, ok, New York, allez parler à vos utilisateurs à New York. Et là, ils se rendent compte qu'effectivement, donc une des annonces qui marche bien, c'est celle où il y a des jolies photos. Esprit d'entrepreneur, plutôt que d'acheter un super bel appareil photo et se dire, ah, c'est probablement ça qu'il faut, et on va aller prendre en photo les appartements, ils louent un très bel appareil photo, parce qu'ils se disent, ça se trouve, c'est pas ça. Donc toujours dans ce souci d'économie et de tester. Donc ils louent un appareil photo, ils vont toquer à la porte des premiers utilisateurs qu'ils ont à New York. Ils leur disent, voilà, on est les fondateurs d'Airbnb, est-ce qu'on peut venir chez vous, prendre les photos, c'est gratuit, vous allez voir, ça va améliorer vos réservations sur votre offre. Et donc ils font ça, et en fait, ça a vraiment été un des moments fondateurs chez Airbnb, parce qu'à partir du moment où ils ont professionnalisé la photo, les réservations ont commencé à décoller.
Au point qu'aujourd'hui, si vous avez un appart sur Airbnb, vous pouvez demander à Airbnb gratuitement de faire venir des photographes professionnels chez vous. Donc c'est resté quelque chose encore aujourd'hui très important. Donc ils sont vraiment allés à la mano sans attendre qu'il y ait de dispositifs parfaits pour ça. Et donc ça rejoint un autre concept très important quand on est fondateur, c'est de se dire qu'il faut faire des choses qui ne sont pas optimum dès le jour 1, ne pas avoir peur de faire des choses soi-même de façon manuelle. Donc ça, c'est l'exemple de Airbnb où les fondateurs eux-mêmes vont avec leur appareil photo prendre les photos des appartements. Ils n'ont pas attendu de se dire bon, bah là, on va réfléchir à un process, on va prendre des photographes en freelance, on va les rémunérer à la com, etc. Non, ils n'ont pas attendu ça, ils n'ont pas le temps. Ils ont pris eux-mêmes les devants et ils peuvent se le permettre. Parce que de toute façon, ils avaient très peu de clients. Donc ils ont du temps et ils ont le temps pour tester leurs hypothèses là-dessus. Donc il ne faut pas avoir peur en tant que fondateur au début. Et aujourd'hui, ce n'est pas eux qui le font. Entre-temps, ils ont le temps de mettre un process en place. Mais il ne faut pas avoir peur au début, en tant que fondateur, de mettre les mains dans le cambouis, faire soi-même les choses, le temps que ça prenne, et une fois que ça prend, ben, vous mettez des automatismes et vous mettez des process en place. Même chose, aujourd'hui, si vous passez par des sites de e-commerce où vous achetez des vêtements ou des objets, bah, si vous arrivez en général au tout début, vous avez parfois le mot des fondateurs qui vous remercient, etc. Bon, évidemment, quand il y a plusieurs milliers de commandes par jour, c'est des cartes qui vont être imprimées où il n'y aura plus ça, mais ça ne coûte pas cher en fait, au début de personnaliser la relation et de renforcer en fait, le lien avec vos premiers utilisateurs. Parce que, encore une fois, vous avez plus de temps qu'une fois que ça décolle vraiment. Ça, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Et donc voilà, conseil de Steve Blank, un autre entrepreneur américain, il faut sortir, aller rencontrer les utilisateurs, sortir, aller rencontrer les personnes qui sont sur votre marché, des potentiels partenaires, etc. Parce qu'il n'y a absolument aucun fait ou très peu apprentissages qui vont être générés en étant assis derrière votre bureau, derrière votre ordinateur, en train de développer ce que vous pensez être l'outil parfait. La meilleure façon de s'en rendre compte, c'est d'aller voir dans le vrai monde si ça répond à un vrai besoin. Aussi, un autre réflexe mental qui est intéressant, c'est de se dire, donc ça c'est Alex Schultz, c'est le responsable de la croissance chez Facebook. Il dit voilà, en tant que start-up, c'est important d'avoir une étoile polaire. Une étoile polaire, c'est quoi ? C'est d'avoir un indicateur clé de réussite qu'on détermine au début. Donc par exemple, Facebook, ça va être le nombre d'utilisateurs actifs par mois. Je pense que maintenant, ils ont même, pour eux, c'est même actif par jour, leur référence. Airbnb, par exemple, ça va être le nombre de nuitées réservées. Si vous êtes un site comme par exemple Medium, je ne sais pas si vous connaissez une plateforme de blogging, ça va être le temps passé à lire que les utilisateurs ont. Voilà. Il y a forcément un indicateur que vous allez déterminer qui va vous indiquer si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Ça, c'est important d'en avoir pas trop, d'en avoir potentiellement là, l'idée c'est d'en avoir qu'un, parce que sinon vous allez vous éparpiller. Et en fait, c'est vous dire voilà, qu'est-ce qui fait la valeur de mon projet, de ma startup, et quel indicateur je suis qui donne la vérité là-dessus. Et donc en fait, vous allez arriver à un point où vous allez pouvoir faire des choix assez simples. En fait, vous allez vous dire, ok, est-ce que cette nouvelle fonctionnalité, est-ce que le temps que je vais passer à faire X ou Y va améliorer cet indicateur ? Et donc vous allez pouvoir tout classer, toutes vos initiatives entre est-ce que ça améliore cet indicateur ? Oui. Est-ce que ça améliore cet indicateur ? Non. Et donc voilà, vous allez pouvoir comme ça aussi arbitrer un certain nombre de décisions et d'initiatives dans votre projet. Donc c'est assez important de savoir où vous allez. Et pour savoir où vous allez, c'est de se dire, ok, quel indicateur je suis. Est-ce que voilà, après c'est chaque projet, chaque organisation a évidemment son unité de mesure. Ça, c'est à vous de le déterminer. Pour une raison simple, c'est que aussi c'est important de faire l'effort de mesurer parce que quand vous commencez à mesurer les choses,
eh ben, elle s'améliore. Potentiellement, elle s'améliore parce que vous faites l'effort de les tracer et vous allez commencer pouvoir les comparer. Et puisque vous êtes des êtres humains et que vous aimez, vous allez commencer à vouloir progresser, vous allez commencer à être un peu plus exigeant. Et donc, c'est important pour le coup, de vraiment mesurer pour potentiellement vous améliorer. Parce que si vous ne mesurez rien, vous n'avez aucune idée de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Vous ne connaissez pas l'origine forcément de vos progrès ou de vos échecs. Donc ça, c'est aussi une discipline qu'il faut avoir quand on entreprend. Quand vous avez un prototype, c'est de mesurer. Alors pas un maximum de choses, parce que je vous ai dit, c'est important de réduire pour passer par pied, mais il faut quand même mesurer certains éléments pour qu'ils vous montrent si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Pareil, le cycle. Alors ça, le cycle d'apprentissage, c'est à vous de le déterminer. Moi, je vous recommande, quand vous êtes au tout début, d'avoir le cycle le plus bas possible. Ça pourrait même être presque journalier si vous commencez tout juste. Donc, c'est-à-dire que vous testez une hypothèse le lundi, vous retestez une deuxième hypothèse le mardi, et ainsi de suite. Puis quand vous commencez à avoir un peu plus des idées claires, vous allez peut-être pouvoir passer à une semaine, et puis peut-être à 2 semaines, et puis à 1 mois. Et donc voilà, de petit à petit, tester vos hypothèses sur des cycles que moi je vous recommande les plus courts possibles, parce que c'est cette discipline-là qui va vous permettre de dégager un maximum d'apprentissage. Alors, les outils. Donc, je vous parlais d'outils pour faire vos différents prototypes. Pour les formulaires, vous connaissez tous Google Forms. Il y en a 2 autres que je trouve un peu mieux foutus, un peu plus jolis, donc Typeform et Jotform. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, par exemple, j'ai mis en dessous des exemples de startups qui utilisent ça en France. Asphalt, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque d'habillement pour hommes. Eux, ils construisent tous leurs produits avec des formulaires. C'est-à-dire qu'ils vont demander à leur base d'utilisateurs, OK, je vais construire un jean, je vais construire une chemise, quels sont vos jeans que vous avez actuellement, qu'est-ce que vous aimez bien chez eux, etc. Donc, ils vont récolter un maximum de données. Et ensuite, avec leur équipe de design, ils vont construire les produits selon ce qui marche dans les vestiaires de leur base de clients. Et ils vont sortir les produits. Et comme ça, une fois que la personne a rempli le formulaire, elle va aussi demander à être notifiée lorsque le produit va sortir. Et voilà, et que ça s'auto-alimente. C'est-à-dire que les gens participent et en plus, en fin de chaîne, potentiellement, ils achètent. Donc ça, c'est une façon d'utiliser les formulaires. Pareil, s'ils voient qu'ils veulent lancer un jean et qu'il n'y a que 4 personnes qui ont répondu à leur formulaire sur les jeans, ils se disent, bon, bah, peut-être que les jeans, ça n'intéresse personne. Il y a d'autres marques qui font ça. Je vais plutôt me concentrer sur les chemises. Je vais continuer à faire des pulls. Voilà. Donc, un exemple de startup qui se sert des formulaires. Les formulaires, ça peut être très puissant, comme c'est le cas ici. C'est vraiment eux, ça fait partie de leur ADN. Mais les formulaires, ça peut être aussi pour vous juste une façon de démarrer avant d'aller vers un prototype peut-être un peu plus avancé. Il y a quelques startups aussi qui sont lancées grâce à la newsletter. Donc aux États-Unis, vous connaissez peut-être une plateforme qui s'appelle Product Hunt, qui permet de découvrir les derniers produits, applications, services qui sont sortis. Donc le fondateur, lui, il a commencé par une newsletter. Donc c'est une plateforme qui permet de découvrir des outils. Au tout début, avant de construire une plateforme, il s'est dit je vais juste envoyer par mail à mes potes les outils que moi j'aime bien, que j'utilise, et je vais les informer comme ça. Parce que la valeur, en fait, elle n'est pas tellement dans la plateforme. La valeur, elle est dans l'information de quel outil est pertinent ou pas. Donc, qu'au début, on le fasse par mail ou qu'on héberge tout sur une jolie plateforme bien designée, la valeur, elle est quand même là. Et donc, c'est pour ça que lui, il s'est dit au début, je vais juste faire un email, c'est quelque chose que je sais faire, qui ne demande pas de développement, et je vais comme ça grossir ma communauté. Et puis, quand j'ai assez de gens dessus et quand j'ai le temps de développer ma plateforme, qui sera un peu plus structurée, à ce moment-là, je vais pouvoir informer tous les gens qui me suivent déjà que la plateforme existe et qui peuvent la consulter. Donc, encore une fois, faire quelque chose de parfait n'est pas une excuse pour ne pas démarrer quelque chose d'imparfait tout de suite. Et donc, c'est ce qu'a fait par exemple ce fondateur-là. Il y a d'autres... alors, Cézanne, c'est une autre marque d'habillement français. C'est la fondatrice, elle a commencé aussi par faire de elle chinait des vêtements et elle envoyait ça par mail en fait aux personnes qui la suivaient. Et puis après, elle a fait un vrai site web, etc. Donc, encore une fois, le mail peut être un début. Glossier ou Glossier, je ne sais pas si
Vous connaissez, c'est une marque américaine qui fait des produits de beauté pour femmes. Elle a commencé par une newsletter et même un blog. Donc, elle a commencé à créer la première communauté sur son blog, recommander des produits, et ensuite, avec cette communauté, elle a créé elle-même les produits qu'elle leur a vendus ensuite. Et l'avantage de la newsletter, c'est que ça permet aussi de développer une expertise. Parce que, par exemple, pour le cas de la beauté ou des vêtements, vu qu'on s'adresse à des gens qui sont intéressés par ça, on est aussi obligé de creuser, de se passionner et de développer des compétences dans ce domaine-là. Landing page, donc des outils pour générer des pages web, un peu comme avait fait Buffer, donc je vous ai montré au tout début. Donc ça, il y a plein d'outils, Unbounce, Trackingly, Squarespace, qui sont, alors pas tous gratuits, mais vous pouvez avoir des versions gratuites qui vous permettent de générer des pages web sans savoir coder. Et vous pouvez construire tout simplement des jolis sites web où vous allez pouvoir présenter votre idée, votre projet, votre promesse et récolter des emails, par exemple, pour, une fois que votre solution est prête, le faire savoir. Et donc ça, c'est une bonne façon de valider aussi l'intérêt. Parce qu'avant de se mettre du temps à développer quelque chose, c'est important de voir si des gens sont intéressés. Et donc ça, par exemple, il y a une start-up française, en tout cas le fondateur est français qui s'est créé récemment, l'ancien fondateur de Made, qui a créé un nouveau projet dans la cosmétique naturelle, qui s'appelle Season. Et ils ont, en quelques jours, quelques semaines, ils ont collecté plus de 30 000 adresses mail de personnes qui sont intéressées par leurs produits, alors qu'ils ne se sont pas encore lancés. Juste que ça leur permet de valider le fait qu'ils sont sur la bonne piste et ça leur achète du temps, entre guillemets, pour développer leurs produits. La vidéo, donc je vous parlais de Dropbox qui a utilisé ce format. Donc il y a des solutions, il y a des sites web comme Powtoon ou des plateformes pour faire du montage comme Wondershare qui sont assez pratiques. Voilà, pareil, il ne faut pas être un monteur professionnel pour utiliser ce type d'outils. Et ça vous permet aussi de mettre en scène votre idée à travers une vidéo. Donc, crowdfunding aussi, c'est une très bonne façon de démarrer. Pourquoi ? Parce que vous allez, au-delà de présenter votre idée, donc vous allez souvent, il n'y a quasiment aucune campagne de crowdfunding qui se lance sans vidéo, donc vous allez déjà aussi produire une vidéo, expliquer votre projet. Vous allez commencer à lever des fonds, donc vous allez avoir des premières personnes qui vont souscrire à votre idée, donc soit une contrepartie, donc qui peut être le produit, ou soit des récompenses que vous décidez. Là, il y a une start-up française qui s'est lancée récemment, donc Respire, et qui en 3 semaines a eu plus de 20 000 précommandes pour des déodorants naturels sans produits chimiques. Ouais, bon alors je ne sais pas si c'était naïf 300, mais bon, en tout cas, elle a explosé son quota de départ. Et donc voilà, donc l'avantage c'est que donc, cette personne, elle a, en plus d'avoir récolté beaucoup d'argent pour développer son projet, elle a aussi eu des retombées médiatiques, elle a eu une première communauté de personnes à qui elle va garder un lien. Et c'est une super validation. Là, quand on a 20 000 personnes qui souscrivent à votre produit alors qu'il n'existe pas, c'est-à-dire que les gens ont mis leur carte bleue en ligne pour acheter quelque chose qui n'existait pas encore. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est l'avantage, c'est le nouveau monde dans lequel on vit, c'est vous pouvez vendre la promesse avant de la produire. Et donc c'est là aussi où vous avez, vous, un enjeu en tant qu'entrepreneur, à votre âge, même en tant qu'étudiant, vous pouvez vendre cette promesse et vous n'avez pas l'excuse de devoir la produire dans un premier temps. Parce qu'on vous pardonnera tout. Après, si vous avez assez de gens qui sont prêts à vous suivre, si votre produit n'est pas prêt tout de suite, c'est pas grave. Les gens sont habitués à maintenant quand même aussi à attendre un petit peu. Il ne faut pas trop tarder, mais vous allez beaucoup plus facilement trouver, vous, la motivation à développer votre idée et surtout trouver des potentiels associés si vous arrivez avec des chiffres de plusieurs milliers de personnes qui attendent votre produit. Donc ça aussi, c'est quand on a fait une école de commerce et qu'on n'a pas forcément de skills en développement informatique ou en programmation, on se dit qu'on est bloqué par le technique. Si vous allez parler à des développeurs, vous avez des copains développeurs et vous leur proposez de vous associer,
Si vous avez juste l'idée, ils vont dire ouais. Si vous avez l'idée et en plus vous avez des milliers de personnes qui vous attendent, bon là, il y a plus de chances que ce soit concret et que vous pouvez vous lancer. Surtout que des demandes de personnes d'école de commerce, il en aura reçu 15, ce développeur auquel vous pensez, et du coup, c'est bien de se différencier avec quelque chose de concret. Je vous parlais de la conciergerie, donc, comme Itch avait fait par exemple. Itch, eux, ils sont allés carrément donc, dans les boîtes de nuit pour tester leur proposition de valeur. Vous pouvez aussi, tout simplement, par exemple, je ne sais pas si demain, vous voulez créer, par exemple, une agence de voyage sur un créneau, je ne sais pas moi, sur les méditations en Amérique du Sud, plutôt que de créer la plateforme avec la barre de recherche, les recommandations, etc., qui est très très lourd à faire. Vous pouvez tout simplement, par exemple, vous servir d'Instagram, aller chercher toutes les personnes qui ont tagué méditation, qui sont en France, rentrer en conversation avec eux en DM sur Instagram, leur demander « Ah, bah, si tu veux, je t'aide gratuitement, donne-moi, tu veux partir où, je fais le boulot, je vais regarder de mon côté et je reviens vers toi avec une liste d'endroits cool sur lesquels aller méditer, par exemple. » Et donc ça, vous n'avez pas développé l'outil, mais vous créez la valeur que les gens peut-être attendent. Mais ça, vous le faites à la mano, en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir la plateforme déjà finie. Donc là, vous pouvez faire finalement un peu ce que Itch a fait de façon manuelle. Vous allez créer de la valeur sans avoir la solution technique parfaite. Parce que, encore une fois, la solution technique n'est pas le fondement de votre projet. Le fondement de votre projet, c'est de créer quelque chose d'utile dont les gens ont envie. Et répondre à la question où je pars pour faire ma méditation en Amérique du Sud, ça, vous pouvez le résoudre en vous renseignant de votre côté, en ayant des connaissances dans le domaine, soit en faisant des recherches, et vous pouvez interagir avec les gens. Moi, j'ai pris Instagram parce que aujourd'hui, c'est ce qui marche le plus, mais vous pouvez aller ici sur Facebook, aller chercher les groupes où les gens s'intéressent à ces sujets-là, par exemple, etc. Vous pouvez aussi vous servir de WhatsApp. WhatsApp, si vous pouvez par exemple créer des communautés dans WhatsApp, vous créez un groupe où vous pushez des infos, je ne sais pas, sur tel ou tel sujet. Si vous lancez une app, par exemple, sur comment maigrir, plutôt que de passer du temps à créer l'app, la développer, pour finalement avoir une interface où on vous dit bah, aujourd'hui, mange ça, demain, mange ça, et puis ce week-end, fais du sport. Vous créez un groupe WhatsApp, vous rédigez vos messages, les gens reçoivent votre message dans le groupe WhatsApp et pareil, vous créez de la valeur pour des gens qui ont envie de mincir, par exemple. Donc, pas besoin d'avoir une app juste pour ça. Vous pouvez créer de la valeur, même avec des outils qui ne sont pas encore parfaits. Donc, c'est un peu l'idée de la conciergerie. Et enfin, vous pouvez aussi, évidemment, si vous avez la motivation, les skills et développer votre propre outil. Là, vous rapprochez de la version finale de votre application, votre solution, en faisant le design un peu plus avancé, sachant qu'il y a une application qui est intéressante, française, qui s'appelle Bubble aussi, où vous allez être capable, par exemple, de générer des applications sans avoir à coder une seule ligne. Donc juste avec de la logique et du clic, vous allez être capable de générer un site web ou une app. Donc voilà, les produits, les outils, ils existent sans que vous ayez forcément à être ingénieur. On touche à la fin. Alors, si vous êtes curieux aussi de tout ce qui existe sur le marché, il y a une extension que j'aime bien, que j'utilise personnellement, qui s'appelle Build With. Vous avez le lien ici si vous voulez la trouver. En fait, ça, dès que vous êtes sur un site web, parfois vous demandez est-ce que ce site web est développé en WordPress, est-ce que ce site web est développé en X ou Y, est-ce que derrière, est-ce qu'il y a un outil d'analytics qui est en train de me traquer, lequel, etc. Donc, avec ce petit bouton, en fait, vous l'installez sur votre navigateur et en fait, il va scanner la page web sur laquelle il se trouve et il va tout de suite vous dire les outils qui sont utilisés par la boîte derrière. C'est super intéressant pour soit découvrir de nouveaux outils, soit pour comprendre les outils qui sont sur le marché, qui sont utilisés par les gens dans votre domaine. Voilà. Donc ça, c'est une bonne façon de se familiariser avec les différents outils qui existent en ligne. Autre bonne nouvelle, c'est que finalement aussi tout s'apprend, presque. C'est que si vous avez vraiment envie même de vous mettre en fait à coder votre propre app, une fois évidemment vous avez validé sans passer trop de temps dessus,
les messages quand même de la soirée. C'est et ben, une fois que vous êtes prêt, et ben, vous pouvez aussi aller sur des sites comme Treehouse, OneMonth, Udemy, Code.org, le Wagon. Enfin, les sites web, les plateformes pour apprendre ne manquent pas. Et vous pouvez suivre des tutos, des MOOC sur comment voilà, coder en tel langage ou en Swift sur l'iPhone ou en Ruby si vous voulez faire un site web, etc. Donc ça aussi, c'est une option. Alors c'est peut-être le chemin un peu plus long, mais ça ne doit pas vous freiner en fait. Une des erreurs principales que je vois chez les fondateurs, c'est d'attendre de rencontrer des membres de l'équipe rêvée pour développer votre outil, votre solution. En fait, vous pouvez commencer même en vous débrouillant avec les outils que j'ai présentés, ou même vous en bidouillant un peu de code s'il y a besoin, et commencer votre aventure seul en fait. Donc comme dit l'adage, seul on va vite, ensemble on va loin. Au début, vous n'avez pas besoin d'aller loin, vous avez juste besoin d'aller vite. Donc commencez dans votre coin, et puis une fois que ça prendra un petit peu, et ben, ça sera beaucoup plus simple d'embarquer des gens en cours de route. Et puis en plus, c'est malheureux, mais le succès amène le succès. Donc bah, une fois que votre truc marchera, ou vous aurez compris certaines choses, et ben, ça va forcément intéresser des personnes. Et puis peut-être que les candidats ne manqueront pas pour vous rejoindre votre aventure entrepreneuriale. Donc rien ne vous empêche de commencer seul et de démarrer demain. Donc juste pour conclure, le prototype, l'objectif du prototype du MVP, donc c'est vraiment de valider votre hypothèse. Pour autant, il faut que vous ayez eu des hypothèses au départ. Parce qu'en fait, si vous construisez un prototype mais que vous ne savez pas ce que vous cherchez, et ben, du coup, vous allez collecter des informations, mais vous allez répondre à aucune question que vous êtes posée au départ. Donc, avoir des réponses quand il n'y a pas de question au départ, vous n'êtes pas beaucoup avancé. Donc, ça ne suffit pas de créer le prototype, il faut vraiment avoir la discipline de se dire « Ok, qu'est-ce que je cherche à valider en construisant ce prototype ?» Et alors, on peut citer Orelsan aussi pour la partie entrepreneuriale. Dans deux de ses chansons, il parle de MVP. En fait, il a une approche très entrepreneuriale. Quand il dit voilà, quand on est enfant, on a juste besoin de 2 cailloux pour faire des poteaux de foot. Et ben, c'est exactement ça. Vous, pareil, quand vous avez votre projet, vous n'avez pas besoin de la solution parfaite. Vous êtes capable à petite échelle, vous débrouiller pour voilà, quand on est enfant, on n'a pas besoin d'avoir un stade de foot, des poteaux parfaits, des vrais filets pour jouer au foot. On a juste besoin de quelque chose qui roule et de taper dedans et d'avoir des semblants de buts avec des pulls ou des cailloux. Et dans une autre de ses chansons, il dit pas avoir de matos ou de contacts, c'est pas une excuse. Et si vous le dites, c'est que bon, vous êtes une victime. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, voilà, vous êtes en 2019 et qu'on a tous des iPhones dans nos poches. On a tous accès, normalement, à des ordinateurs, des outils. Et donc, il n'y a pas vraiment d'excuse pour ne pas se lancer. Orelsan lui-même, c'est un peu un autodidacte. Il n'a pas attendu d'avoir fait une école de cinéma, par exemple, pour faire son propre film et avoir le succès qu'il a aujourd'hui. Donc, voilà, ça, c'était plus pour l'anecdote, mais on peut trouver de la sagesse entrepreneuriale un peu partout. Pour résumer, donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que donc, ce qui est fait est mieux que ce qui est parfait. Il ne faut pas avoir peur de perdre parce que ça génère quand même de l'apprentissage. La vitesse, c'est vraiment un avantage que vous avez en tant qu'entrepreneur. Ça peut faire la différence. Toute idée, a priori, peut se décomposer en prototype, donc en MVP. Cherchez plutôt des faits plutôt que des opinions. Essayez de mesurer, parce que si vous allez mesurer, vous allez pouvoir potentiellement vous améliorer. Posez-vous la question de quelle est votre étoile polaire, quel indicateur clé vous suivez. Pareil, ça va vous permettre de savoir si vous êtes sur la bonne direction ou pas. Posez-vous quand même la question d'avoir des hypothèses avant de produire votre prototype. Et donc, comme disait Orelsan, voilà, il n'y a pas d'excuse pour commencer. Et voici, si vous avez besoin de ressources, c'est tout pour moi ce soir et je suis à dispo pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des...
Vous avez envie de parler de vos projets? Est-ce que vous avez des pistes sur comment décomposer votre idée en quelque chose de simple, de prototypable? Yes? On a parlé des différents MVP, mais est-ce que il y a des délais minimales pour attendre des résultats? Se dire, on lance un MVP, ça doit durer 2 mois minimum, pas moins. Ou est-ce qu'on peut dire, je lance un MVP en 2 semaines et au bout de 2 semaines, je récupère les datas et hop, je lance mon produit. Est-ce qu'on a du temps? Donc, est-ce que finalement, quel cycle tu utilises pour générer ton apprentissage? Ça, c'est vraiment personnel, en fait. Ça va dépendre de ton produit. Si tu développes, quelque chose qui est très complexe technologiquement, peut-être que tu peux te donner un peu plus de temps, surtout si tu es sur des cycles très longs, par exemple. Si tu vends, je sais pas, j'essaie de trouver un exemple. Si tu vends des produits RH pour des très grosses boîtes, le cycle de vente de persuasion est assez long. Donc c'est normal si au bout de 2 semaines, tu ne convaincs pas forcément les RH de Danone ou de je sais pas, de Capgemini ou de n'importe quelle grosse boîte qui existe. Donc ça, c'est normal parce que le cycle de vente de ton marché fait que tu vas avoir des temps un peu plus longs. En revanche, si tu es sur un produit consumer et que ta proposition de valeur elle est très simple et que c'est juste souscrire par exemple à une newsletter pour avoir des infos sur le yoga par exemple, on disait, si tu fais une landing page que tu as plusieurs milliers de visites sur cette landing page et que le taux de conversion ne te satisfait pas du tout, tu as déjà en 2 semaines des indicateurs sur peut-être que tu n'as pas bien expliqué ta proposition de valeur, peut-être que finalement ta proposition de valeur n'intéresse pas les gens qui sont dans ce secteur-là, peut-être que tu as mal ciblé, peut-être que tu t'es trompé d'audience. Donc là, déjà, tu peux avoir un rapport sur des cycles un peu plus courts. Encore une fois, si tu vends au DRH des boîtes du CAC 40, c'est normal que ton délai soit un peu plus long. Donc c'est à toi de juger, d'avoir l'honnêteté en fait, intellectuelle de dire là, c'est normal que je me fixe tant de temps et sur d'autres projets, je peux me donner tant de temps. À un moment, David, tu parlais de landing page. Ouais. Une question qui est intéressante, c'est aussi de se poser la question de comment aussi amener du trafic justement sur ta landing page. Donc, est-ce que peut-être tu peux parler de ça? Ouais, alors ça c'est... Yes. C'est le chapitre 5, c'est du teasing. Mais ouais, effectivement, en fait, une des erreurs qu'on fait, et moi je l'ai fait en premier, c'est de croire que le monde nous attend et que un peu le syndrome Harry Potter, c'est-à-dire qu'on croit qu'il y a une destinée qui nous attend et qu'il suffit de grandir. Alors le biais, c'est que même Harry Potter est conscient que c'est faux, et il construit sa propre légitimité si on suit l'histoire jusqu'au bout. Mais voilà, il y a un peu un syndrome comme ça, on croit que le monde entier nous attend une fois qu'on a fini notre app. Et en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on a fini notre app, en fait, ça ne suffit pas. Il faut mettre en place autour de notre produit tout un tas de leviers pour aller chercher des utilisateurs. Et donc ça va passer par de la com. Donc il y a autant de façons de faire qu'il y a de projets. Moi, on va découvrir ça dans l'atelier 5. Une question simple en fait pour attirer des utilisateurs, c'est se poser la question de où est-ce que la cible que j'ai en tête passe du temps. Voilà, où est-ce que est son intention? Si je vends encore une fois des produits de beauté, je vais investiguer Instagram, je vais passer du temps sur les blogs, je vais aller dans les forums. Si ma cible c'est des chercheurs Bac plus 15, je vais aller dans les conférences où ces gens passent du temps, je vais aller sur les campus de ces universités-là. Enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire de la com, il faut juste, par un travail d'empathie, se dire... Alors après, peut-être que... C'est pour ça que c'est important de se confronter vite, parce que tu vas peut-être penser qu'au début, ton produit, c'est pour telle cible, tu vas aller parler à cette cible, tu vas te rendre compte qu'il y a de l'indifférence peut-être, que tu n'arrives pas à attirer des gens pour ça.
Donc deux solutions, soit ton projet, il faut remettre en cause ton produit ou ta promesse, ou soit il faut changer de cible. Mais dans les deux cas, il faut être fixé assez rapidement. Donc bon, ça, c'est des choses qu'on découvre en le faisant, en fait, tout simplement. Donc bon, après, je ne sais pas si ça répond à ou trouver, voilà, se dire où est-ce que la cible que j'ai en tête, et encore, elle peut changer cette cible. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier dans un premier temps. Si, par exemple, faire du payant dans un premier temps, c'est peut-être pas idéal. Faut pas faire de l'acquisition payante, c'est par exemple, voilà, c'est-à-dire des pubs sur Facebook ou sur Google. Dans un premier temps, ça n'a pas de sens parce que, enfin, ça n'a pas de sens. Si vous avez un produit payant à la limite, mais dépenser de l'argent pour quelque chose sur des hypothèses où vous n'êtes pas encore certain, c'est peut-être un peu dangereux. Par contre, une fois que vous avez compris quelle est votre cible, où elle se trouve, et que vous avez trouvé déjà à petite échelle comment l'atteindre, là, ça peut valoir le coup de dépenser de l'argent pour industrialiser cette acquisition. Et là, le payant peut avoir du sens. Mais dans un premier temps, faites tout à la mano. Je ne l'ai pas dit, mais dans le conseil de Paul Graham, Do Things That Don't Scale, donc concrètement, ça veut dire en français faire vraiment les choses manuellement au début. Il prend l'exemple dans son article, que je vous invite à lire, qui est un article de 2013, mais qui est vraiment un article incontournable à lire, qui est dans les ressources. Il parle par exemple des frères qui sont fondateurs irlandais de Stripe. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Stripe, qui est une application, qui permet de générer des paiements sur Internet. Eux, ce qu'ils faisaient au tout début, un fondateur normal, il va voir des utilisateurs et leur dit voilà, moi je vends un gateway pour tes paiements sur ton site web. Est-ce que ça t'intéresse? Ouais, ok, super, je t'envoie un lien et tu me dis ce que tu en penses. Ça, c'est ce que tout le monde fait parce que paresse, parce que timidité, etc. Les fondateurs de Stripe, ils disaient ah, ça t'intéresse? Ok, donne-moi ton ordi, je l'installe. Et donc, il n'y avait pas le choix, le type. Donc, il prenait l'ordinateur et hop, il avait tout de suite l'outil entre les mains. Et donc, évidemment qu'ils n'ont pas fait ça pendant. Aujourd'hui, ils ne font plus ça, ils n'ont plus besoin de ça. Mais au début, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher vos premiers utilisateurs de façon un peu. Pas forcée, mais. Convaincante. J'aimerais bien que Eden vous présentiez votre projet si vous avez 3 minutes. Il nous reste encore 5 minutes juste pour qu'on puisse illustrer avec un cas concret parce que bon, expliquez votre projet et puis on va en parler. Notre projet en fait c'est de créer une communauté qui sera reliée grâce à une application et un objet connecté. Au début c'était pour lutter contre le harcèlement de rue. Donc quand quelqu'un se sentait en insécurité dans la rue, il avait la possibilité d'appuyer sur le bracelet connecté qui envoie une alerte à toutes les personnes de la communauté qui peuvent venir aider la personne. D'accord. C'est un projet de base. Ok. Et alors, vous avez déjà un prototype sur ce projet? On est en train de travailler sur le prototype. Et qu'est-ce que vous faites alors pour le prototypiser? Enfin là on est en train de coder l'application. D'accord. Et en même temps, depuis quelques semaines, on travaille sur les MVP, du coup, sur la landing page, pour être plus précis. D'accord, donc en parallèle, tu développes le hardware et de l'autre côté, tu développes la page web pour attirer les premiers utilisateurs. C'est ça. Ok. Et vous utilisez quoi comme outil pour la landing page? C'est Tracking List. Tracking List. Tracking. Ok. Cool. Et tu penses que ça va prendre combien de temps alors de développer le produit? On veut le finir en mars. Ok. Après, ça va être plus compliqué. Ah, donc c'est pas tout de suite. Non. Après tu parlais justement tu parlais des hypothèses si tu veux à formuler dans l'objectif de test. En l'occurrence, les hypothèses, là dans leur cas, ça peut être aussi de la segmentation. C'est de se dire ok, peut-être que ma cible c'est, je sais pas, par exemple les femmes qui rentrent de soirée par exemple, ou je sais pas, les hommes, voilà. Et donc peut-être que c'est aussi un point qu'il faudrait qu'on aborde peut-être dans l'atelier 5 au niveau de la landing page. L'idée c'est aussi de tester plusieurs landing pages et un peu comme disait David, d'être dans une itération, c'est-à-dire qu'on va tester et mesurer le taux de conversion sur une landing page qui vise par exemple les femmes et puis sur une autre landing page. Voilà.
Et donc, si je comprends bien, la quintessence, enfin, la version la plus basique du produit, c'est d'appuyer sur un bouton. C'est ça. Donc, ouais, expérience très simple Avec pour une application. une application, d'accord. L'application. Et est-ce que vous avez essayé d'utiliser dans un premier temps, pour tester ou pour avoir des premiers feedbacks, de sortir du côté hardware et de le mettre dans du software? C'est-à-dire Juste avoir une maquette ou quelque chose comme ça? Non, c'est-à-dire par exemple, peut-être que vous pouvez tester déjà avec vos premiers utilisateurs ce principe-là, en achetant un nom de domaine très simple, par exemple, j'ai peur dans la rue, enfin je sais pas, n'importe quoi. Mais, et donc, avec cette URL très simple à taper, il faut que ça soit court parce que si les personnes sont en danger, il vaut mieux que ça soit rapide, qu'ils mettent en favori dans leur navigateur ou dans leur téléphone. Et dès qu'ils sentent le danger, ils vont sur l'URL et sur l'URL, il y a juste un bouton, le bouton que vous avez en tête, et sur lequel ils appuient. Ça ferait quelque chose le bouton quand même? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qui fait votre bouton du coup? Normalement, ça alerte les personnes de la communauté. Ok, donc il y a quand même une étape d'enregistrement. Oui, voilà. Ça envoie WhatsApp, ça envoie un SMS à tout le monde. Ouais. Mais tu vois, quand je dis utiliser le software, c'est que là, donc de toute façon, votre idée, c'est du hardware. Donc ça, je sais pas. Mais je dis, peut-être dans un premier temps, ça peut être intéressant. Mon but, c'est pas de remettre en cause votre projet, mais de vous dire, est-ce que je peux pas tester cette idée d'alerter mes proches avec un URL, peut-être une URL très simple, avec un bouton qui envoie un push peut-être automatique vers un contact dans WhatsApp que j'ai prédéfini au départ et pour alerter. Voilà, il y a peut-être des choses automatisantes. Par exemple, il y a un outil comme Zapier, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet de connecter des outils web entre eux grâce à des API. Peut-être qu'il y a une recette Zapier qui permet de connecter parce qu'en fait, le bouton, c'est juste le trigger, donc c'est le point de départ. Après, les actions que ça fait derrière, ça, vous pouvez servir de Zapier, par exemple, pour générer peut-être un SMS automatique à un contact que vous avez prédéfini. Ça peut être une façon de voir un peu comment ça fonctionne, même si, voilà, encore une fois, même si ce n'est pas l'idée forcément que vous vouliez, vous pouvez tout de suite, peut-être, parce que ça prendrait quelques heures, quelques jours à mettre en place ce genre de système, pour avoir déjà des premiers retours. Ok. Tu veux y aller? C'était un non interrogatif. Ok, bah merci David. Merci à vous. C'est cool.